Merci de nous avoir rejoints, de nous rejoindre ce soir pour ce nouveau rendez-vous des dîners littéraires bruxellois. Pour un dîner aujourd'hui peut-être un peu plus épicé que d'habitude, en tout cas au niveau du sujet que nous allons aborder avec Camille, puisque nous allons parler de sexualité périnatale ou de sexopérinatalité. On y reviendra. Et donc pour en parler, je suis très heureux d'accueillir Camille Bataillon, que je retrouve, et on verra pourquoi, pour ce livre, publié il y a un peu plus d'un an, Réinventer sa vie intime après bébé, un guide pratique bienveillant, pensé par une sexologue engagée, publié à Paris aux éditions Kiwi, et qui nous servira de base pour cet échange, cette discussion. Alors, juste peut-être avant de commencer, un petit mot effectivement sur le sujet d'aujourd'hui. Peut-être certains d'entre vous, mais qui sont fidèles au dîner, puisque c'est la 7e saison. Vous avez plutôt l'habitude, ici on a plutôt l'habitude de parler de fiction, de romans, de théâtre, de poésie, d'inviter des auteurs donc de fiction. Il me semblait par contre intéressant aussi dans cette saison ici consacrée exclusivement aux écritures féminines, bien de donner la parole aussi à d'autres types d'écritures, d'autres genres. En l'occurrence ici, un livre à la fois assez complet finalement, à la fois de réflexion, mais aussi un guide pratique. Et on va voir une sorte d'essai aussi sur cette question qui finalement est, on va le voir, très peu abordée. Et puis c'était aussi l'occasion de faire un clin d'œil à la journée d'hier, puisque nous étions hier, vous le savez, c'était la journée internationale de la femme. Les droits des femmes. Droits des femmes, voilà. Alors attention. Attention, parce que là, je ne dois pas faire de conneries. Et puis alors, dernier petit mot, c'est la petite anecdote. Quand j'ai eu l'occasion de dialoguer avec Camille il y a un an, au moment de la sortie à peu près du livre, Camille était enceinte. Et donc, comme je suis curieux, je voulais savoir, après la naissance, eh bien, d'avoir ton regard, ton nouveau regard de jeune maman sur le livre que tu as écrit il y a un an et demi. Voilà. Comme ça, vous savez tout, vous êtes dans la confidence. Et je vous propose peut-être alors de démarrer, mais peut-être avant de rentrer vraiment dans le sujet, un mot sur ton parcours, peut-être, hein, puisque, alors, il y a des informations aussi sur le site de camillebataillon.com, mais c'est un parcours riche de voyages aussi, assez cosmopolite, puisque tu es d'origine française, mais tu as vécu aux États-Unis, au Canada, tu vis maintenant à Bruxelles, tu es marié à un Tchèque, donc un aspect cosmopolite. Mais moi, je voudrais savoir peut-être... alors, oui, j'ai oublié de dire, attendez, attention, parce que je voulais te présenter, il faut quand même dire que tu es licencié en psychologie, tu as une maîtrise en sciences de la famille et de la sexualité de l'UCL, et complété par un certificat d'études en sexologie clinique. Donc, vous voyez que, attention, hein, bon, c'est sérieux. Mais... il y a des études. Il y a des études, et donc, voilà. Alors, peut-être, à quel moment dans ton parcours est-ce que tu te tournes finalement vers la sexologie, et puis, peut-être, en quelques mots, repréciser aussi le champ d'action de la sexologie. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Du coup, comment ça a commencé? J'ai déjà fait un parcours en psychologie, mais avant ce parcours en psychologie, quand j'étais adolescente et plus vers 18 ans, 16-18 ans, où je lisais des romans, je me penchais plutôt sur de la non-fiction, justement avoir du concret, du pratique, de ce qui se passe dans la vie en vrai. Et je tombais souvent sur des romans, enfin pas des romans, mais justement sur des sexologues ou des psychologues qui racontaient la vie de couple, l'intimité dans la vie de couple. Et je me disais, ça a l'air intéressant ce qui se passe en cabinet et surtout l'importance que l'intimité, ça a l'air d'être important en fait pour les gens et puis pour les couples. Et je me suis dit, moi j'ai envie de travailler avec les couples, j'ai envie d'être sexologue parce que cet écrivain était sexologue.
Mais enfin, je sais pas vous, mais je ne connaissais personne dans ma famille qui était sexologue. Je ne savais pas quelles études il fallait faire, ni comment l'annoncer à ma famille, tu vois. Donc, il y avait tout ce cheminement-là. Et donc, d'abord, j'ai fait tout un parcours en psychologie. Et puis, c'est quand j'étais aux États-Unis, où là, il y avait vraiment des cours, un peu comme si vous regardez Netflix et la série Sex Education, c'était ça, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, là vraiment, j'ai envie de retourner vers ce truc qui me passionne et de trouver des études et de revenir en Europe et de trouver des études. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je tape sur Google comment devenir sexologue, quelles études faire, et je tombe sur un master en Belgique. La Belgique, ça m'attirait pas vraiment, mais je suis venue pour les études et ça fait maintenant 7 ans que j'y suis, quoi. Mais voilà, donc un parcours un peu cosmopolite, je le disais, mais donc peut-être préciser donc le champ d'action de la sexologie au niveau psychologique, mais au niveau médical peut-être aussi. Oui, c'est vrai que la sexologie, le champ d'action et souvent ça a été pensé sous un prisme médical. Donc c'est des médecins, donc c'est vraiment surtout la pathologie. Vous avez un problème, c'est une dysfonction, donc on va le résoudre via des médicaments, généralement vers les médecins et surtout quand c'est à destination des hommes, parce qu'il n'y a pas forcément des médicaments pour les femmes. Mais c'est surtout, voilà, c'est de la pathologie, il y a un problème, il faut qu'on soigne, etc. Donc ça a d'abord été comme ça. Et puis, en fait, c'est vraiment un combo. En fait, d'accord, il y a la médecine, mais en fait, la sexualité, c'est aussi de la sociologie, c'est aussi de la culture, c'est de la psychologie. Bien sûr, on parlait du médical. Enfin, il y a vraiment, c'est de l'éthique aussi. C'est vaste, en fait. Donc, le champ d'action, il est immense. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans les sexologues. Ils ont plein de casquettes. Il y a des sages-femmes qui sont sexologues, il y a des médecins sexologues, il y a des psychologues sexologues, il y a des coachs sexologues, il y a des thérapeutes de couple sexologues, il y a des infirmières sexologues. Enfin bref, il y a toutes les professions qui peuvent aussi avoir une casquette supplémentaire en sexologie. Et l'intégrer dans leur pratique aussi. Par exemple, les sages-femmes, voilà, ce livre, ça a d'ailleurs été beaucoup les sages-femmes qui se sont emparées parce qu'elles sont du coup avec le public périnatal. Et quand il y a le sujet de l'intimité qui est abordé, je ne sais pas quoi dire. Et donc, voilà. Parce que donc, il faut peut-être, non, pour en revenir au livre, tu as recueilli des témoignages. Hein, c'est la base aussi du livre. C'est des témoignages qui te permettent à ce moment-là de cartographier d'une certaine façon les attentes des couples, les demandes, pas forcément les pathologies, justement, mais les recadrages qui peuvent se faire à ce niveau-là. Ça a d'abord commencé avec les articles scientifiques. Qu'est-ce qu'on disait sur ce sujet-là? Et donc, ça a été plein de recherches, effectivement, scientifiques, et de se dire, maintenant, on va le confronter à la réalité. Est-ce que ce qu'on dit en théorie, est-ce que c'est ce qui se passe en pratique? D'où les témoignages, donc la théorie, mais les témoignages qui viennent un peu en filigrane enrichir ce qu'est la théorie. Et effectivement, ça se regroupait plutôt pas mal. En sachant quand même que dans les études scientifiques, c'est quand même plutôt des couples hétéros. Et donc, du coup, les témoignages étaient aussi plutôt des couples hétéros pour pouvoir... et je le dis d'ailleurs dans le livre, la limite, c'est dommage. Et donc, il faut plus d'études aussi qui s'intéressent à toutes les sortes de familles et toutes sortes de couples pour, en fait, pas qu'on regarde juste sous un seul angle et plusieurs, en fait. Alors, le premier constat que tu fais dans le bouquin, c'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, on dialoguera après le repas, mais le premier constat, c'est effectivement que cette sexualité périnatale est finalement un sujet très peu abordé dans les livres plus généraux sur la grossesse, sur la maternité, sur les premiers temps de la maternité. Et c'est vrai, parce que quand on en avait parlé, je travaille en bibliothèque, j'ai beaucoup de livres là-dessus, et j'ai comme ça feuilleté quelques ouvrages généraux sur la grossesse. C'est vrai que il y a parfois un chapitre, etc. En tout cas, en tout cas, oui, même un paragraphe. En tout cas, dans la littérature francophone, bon, dans ta bibliographie, je vois que dans le monde anglo-saxon, il y a un peu plus de littérature autour de ça, mais on est là, et tu l'évoques aussi,
encore dans une sorte de tabou par rapport à cette question, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tabou normalement. Mais là, on est encore dans quelque chose d'un peu tabou. Bah, c'est pour ça que j'ai sorti le livre. En fait, donc la recherche scientifique, elle est arrivée avant que je sois sexologue. C'est parce que je m'intéressais à ce sujet de la périnatalité et de l'intimité déjà, mais sans avoir la casquette sexologue. Et puis, 5 ans ont passé et je suis devenue sexologue. Et ces informations-là que j'avais récoltées sur mon ordinateur, les articles scientifiques étaient toujours sur mon ordinateur. Je me dis, ben mince, il y a toujours personne qui en parle. Personne n'a fait un livre sur ce sujet-là, mince. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, pourquoi attendre? J'ai déjà toutes ces informations-là. Je peux compiler avec des témoignages et avec mes connaissances et en pratique sur la sexologie. Allons-y, quoi. Et donc voilà, maintenant, en 2023, il y a eu peut-être un livre qui est sorti sur ce sujet-là, un livre complet par rapport à ça, mais c'est pas grand-chose. Ça reste peu, quoi. Alors, d'où vient ce tabou, selon toi Là, on pourrait revenir sur cette problématique. D'où vient le tabou en question? Le tabou, c'est le tabou de la sexualité, hein, déjà pas que c'est sexualité, périnatalité. Ça a longtemps été quand même vu comme une menace, la sexualité des femmes encore plus, qu'il faut contrôler, qu'il faut limiter. La peur aussi, quand on parle de sexualité aux jeunes, c'est toujours sous la peur avec faut faire attention à ne pas tomber enceinte, faut faire attention aux maladies, etc. Puis on n'en parle pas dans les familles, on n'en parle pas à l'école, ou quand on en parle, c'est que pour faire peur. Donc la notion de plaisir, elle n'est pas trop là, ou alors si on l'a, on peut culpabiliser des fois. Les informations, si on souhaite les récolter, on ne sait pas trop, donc on va dans des films porno, on va voir dans des magazines, des choses comme ça. En fait, c'est presque une majorité de personnes, parce que je ne vais peut-être pas dire tout le monde, mais une majorité de personnes a une sexualité, mais par contre, on fait comme si, on n'en parle pas. Ou alors, on dit, c'est de l'intime, ça ne regarde personne, on n'en parle pas, quoi. On garde secret. Et on sait que quand on n'en parle pas, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, du coup, on sait, l'information, c'est le pouvoir. Donc, quand on n'est pas informé, eh bien, on se retrouve dans des situations qu'on n'a peut-être pas choisies, qu'on a peut-être subies, et c'est là le danger, en fait, de ne pas savoir. Ici, on est dans la question de la sexualité après la naissance. Est-ce que... alors, tu parles à un moment de ce syndrome de la Madone et de la putain. Je voudrais que tu reviennes là-dessus, parce que c'est intéressant par rapport à une question qui est celle du patriarcat aussi. Je peux revenir sur cette... Oui, donc la Madone et la putain, oui, c'est sous du coup la société patriarcale où on désigne la femme, c'est soit la Madone, donc la sainte, celle qu'on ne touche pas, celle qui est mère, celle qu'on vénère, et puis il y a la putain, celle avec qui on a une sexualité, et on dissocie ça, en fait. Alors quand je dis on, ça peut être certains hommes qui vont, une fois que leurs partenaires vont devenir mères, vont plus désirer et vont plutôt chercher une sexualité ailleurs, ou voir les mères, les femmes qui deviennent mères ne se permettent plus une sexualité parce que justement, il y a ce rôle de « je suis mère ». Waouh, est-ce que je peux être une mère et qui en plus a une sexualité, peut-être même une sexualité plaisante? Est-ce que les deux, en fait, d'arriver à associer ces deux choses-là, c'est encore très difficile pour certaines personnes. Mais c'est justement là que le tabou s'exprime dans cette question-là, qu'on n'aborde pas. On a des difficultés à l'aborder, mais d'autant plus qu'il y a et ça, je ne sais pas expliquer. Hein, pourquoi exactement, pourquoi on a cette image qu'une femme, quand elle devient mère, eh bien, c'est ce rôle de mère, et puis on la dissocie de la sexualité, peut-être encore une fois parce que ça arrange peut-être certaines personnes, je ne sais pas, ou ça a peut-être une utilité dans le temps, je ne sais pas. Réflexion. Si vous avez des réflexions là-dessus ou une solution, une piste à proposer, j'écoute. Alors, je le disais, c'est un livre, effectivement, donc il y a de la théorie, mais c'est de témoignages, de constats aussi, de pratiques. C'est un guide, c'est un manuel. Alors, tu as recueilli donc pas mal de témoignages. Est-ce que tu as constaté une évolution au fil des témoignages et maintenant que le bouquin a quand même pratiquement 2 ans, est-ce que tu as senti une évolution
dans la liberté de dialoguer, par exemple, dans les couples, ou bien la discussion vraiment au sein du couple reste-t-elle très, très tenue, très difficile? Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est encore pas évident, un peu difficile. C'est vrai que depuis la sortie du livre, il y a quand même plus de personnes qui consultent avec cette thématique-là, qui se permettent et qui se disent en fait, je l'ai lu et je sais qu'on peut demander de l'aide, ou je sais que si j'ai des questions, je sais à qui demander aussi. Donc pour ça a libéré, il y a quand même plus de personnes. Après, le sujet de la communication, encore une fois, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, il y a des personnes qui disent, nous, on communique de tout, etc. On peut parler de tout. Donc ça, c'est déjà une bonne chose, parce que c'est peut-être pas une majorité de couples qui arrivent à parler de tout. Mais il y a parler de tout et parler de manière authentique et vulnérable. Et ça, c'est encore une très grande minorité. Alors, tu évoques aussi la place du père. C'est une bonne partie du livre. Est-ce que les pères que tu as pu rencontrer dans l'élaboration du livre te semblaient quand même à l'écoute de ces questionnements, ou bien ça reste vraiment aussi compliqué à gérer? Et est-ce qu'il n'y a pas, alors ça c'est la sous-question, est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à effectuer au niveau de la paternité de la part des thérapeutes, enfin, voilà. Pour moi, c'était important, en fait. Déjà, quand on parle de vie intime en couple, ça veut dire qu'il y a deux personnes impliquées. Parce que s'adresser seulement aux femmes, c'est un peu trop facile. Ça fait porter encore toute la responsabilité sur elles, ou à l'inverse, que sur l'homme ou le coparent. Non. Donc, c'était vraiment aussi un chapitre pour eux, les parents, les pères ou les coparents, pour les impliquer aussi, pour qu'ils aient aussi ce genre d'informations, pour que des fois aussi, alors je le sais, principalement ce sont des femmes qui achètent le livre, mais elles en profitent pour le mettre sur la table basse ou la table du salon en disant « Tiens, il y a un chapitre pour toi ». Et c'était ça en fait aussi l'objectif du livre, que ce soit un outil aussi de communication à l'intérieur du couple. Et bien sûr, il y a beaucoup plus de la part des thérapeutes, mais de la part de la société évidemment aussi, d'investir, enfin pas d'investir, mais d'inclure le père, le coparent dans ces discussions-là. Et pour plein de sujets en fait. Même pour revenir sur la libido basse, par exemple, chez la femme, on va s'adresser principalement qu'à elle, alors que elle est en relation avec quelqu'un et que des fois, en fait, c'est la relation qui peut créer en fait cette situation. Et donc, il y a tellement de choses intéressantes là-dessus, mais effectivement, d'inclure les deux personnes du couple, ça me semble juste normal, oui. Bien sûr. Alors, oui, parce que tu évoques aussi, ça c'est... Je ne me rappelais plus dans notre précédent dialogue, mais de la dépression postpartum du papa, et qui engendrait effectivement cette peur aussi de s'exprimer de la part des pères. Oui, et c'est vrai, donc on parle, et c'est vrai aussi par rapport au postpartum, des fois, à tort, on l'associe à la dépression postpartum. Donc dépression postpartum, c'est deux choses différentes. Postpartum, ça veut dire qu'on a accouché, on vient d'accoucher. Même maintenant, le postpartum, on le désigne même jusqu'à 3 ans après avoir accouché. Et la dépression postpartum, c'est une pathologie liée effectivement à l'accouchement, mais c'est une dépression liée à l'accouchement. Mais on peut très bien avoir accouché et ne pas avoir de dépression. Oui, mais on va y arriver. Donc effectivement, livre aussi de... Il y a beaucoup de choses, hein, et ça, je voudrais insister là-dessus. Il y a beaucoup de choses dans ce petit livre. Vous voyez les sujets qu'on aborde pour le moment. Il y a à la fois ça, mais il y a aussi des conseils pratiques, alors, hein, effectivement, que tu donnes. Puisque, alors, je voudrais là qu'on aborde cet aspect de ton engagement et de ton travail. C'est aussi la consultation. Puisque sur le site camillebataillon.com, tu parles effectivement de ces consultations que tu proposes au couple pour justement travailler sur cette intimité dans le couple. Oui, et par rapport aux consultations, alors ça peut être en individuel, ça peut être en couple, ou des fois même les couples, je peux les voir aussi en individuel pour travailler sur des choses personnelles.
Donc, quand est-ce qu'on consulte? On consulte dès qu'on en sent le besoin. On peut consulter dès qu'on a une question au niveau de l'intimité ou au niveau de la relation. Et on peut consulter quand on rencontre des difficultés. Généralement, on ne va pas se mentir, une majorité de personnes vont venir consulter quand ils rencontrent des difficultés. Et souvent même quand c'est vraiment la crise. Ce qui n'est pas l'idéal, on va dire ça comme ça. Parce que quand on entame un travail, un accompagnement thérapeutique, ça va demander de la patience, ça va demander des apprentissages, ça va demander des efforts. Et si on est déjà au bord de la crise et que ça fait des années de frustration, de colère, de ressentiment, de non-communication, en fait, on n'a plus de patience et donc c'est presque des fois voué à l'échec, quoi. Donc de ne pas attendre, en fait. Moi, j'essaie vraiment de faire de la prévention plutôt que du curatif. Et d'où l'information encore, parce qu'on se rend compte que quand les personnes sont informées, ont de l'éducation, eh bien, en fait, ça va quand même beaucoup mieux. Et que si ça ne va pas, ou quand ça ne va pas, ils ont les ressources pour aller mieux. Ou de savoir au moins, c'est OK d'aller consulter, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas honteux, et ils font plus facilement le pas, plus rapidement aussi. Alors, effectivement, alors il y a une nouvelle démarche aussi sur le site qui est un podcast. Alors, si vous allez voir sur le site, on lit ceci. Un podcast sexo. Camille parle sexe pour vous offrir seul ou avec des sexperts la crème de la crème en sexologie. Vous voyez, c'est pas mal comme formule. Alors, moi, ça me fait sourire, c'est amusant. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Dans l'idée aussi de l'humour. Et ça, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que dans la consultation, dans le partage, dans la réflexion que tu peux avoir avec des couples, est-ce que l'humour est un ressort important pour peut-être décoincer, dédramatiser, même s'il y a des souffrances réelles et profondes, mais est-ce que ça peut servir de ressort? Ouais, moi je trouve que c'est un outil super intéressant et un levier aussi, puis pour dédramatiser. Alors bien sûr, là on ne parle pas quand il y a des traumas, de réelles souffrances, on ne va pas tout de suite aborder l'humour, mais il y a plein de situations où l'humour se porte bien. Et puis en plus, pour aussi quand le message que je transmets au couple, ou qui des fois on se prend un peu trop au sérieux au niveau de la sexualité, on n'a pas le droit à l'erreur, on doit savoir faire, c'est ça ouais, la performance, la pression, puis qui a envie de ça au final? Ça joue aussi là-dessus. Et donc, comment on peut dédramatiser? Comment on peut apporter de l'humour? Comment on peut rire de soi aussi? Comment on peut juste jouer un peu plus aussi dans l'intimité, mais jouer aussi, rire de soi, rire de ce qui se passe et « Oups, je suis un peu maladroit » ou « Oups, j'ai l'impression d'être gauche » ou « Ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas fait, je ne sais plus trop comment faire ». Est-ce qu'on peut être OK avec ça, en fait? Mais donc ça, c'est vrai que... cette question de l'humour dans la démarche à ce moment-là pourrait faire l'objet d'une sorte de... D'un autre livre? Oui, mais voilà, ou d'excroissance du livre, un chapitre un peu à creuser peut-être. Oui, mais c'est une très bonne question parce qu'on ne me l'avait jamais posée et je pense que les thérapeutes, faudrait peut-être même faire un cours aussi là-dessus, sur comment on peut apporter de l'humour aussi en thérapie. Et pour amener encore une fois la légèreté et quelque chose d'enthousiasmant. Parce que en fait, si c'est lourd, si même la thérapie, et les gens des fois ont tendance à penser que, et ils n'ont pas tort, que ça peut être, en fait c'est barbant ou c'est ennuyant, comment on peut venir aussi remettre du jeu, de la légèreté dans la thérapie, dans les consultations. C'est la question du jeu en fait, et du ludique, quoi, dans la... Ouais, on leur demande aussi, on leur demande justement comment vous pouvez remettre un côté ludique dans la sexualité. Donc si nous-mêmes, on n'est pas déjà dans le jeu ou dans quelque chose comme ça, il faut pouvoir leur donner cet espace justement de curiosité, d'éveil pour qu'ils puissent réfléchir aussi à des choses qu'ils peuvent mettre en place, qui ne soient pas trop sérieux. Voilà. Alors après, tu reviens sur différentes possibilités, différentes formules aussi de réappropriation du corps. Et notamment, tu évoques à la fin du livre la pleine conscience. Là, je voudrais peut-être qu'on dise un petit mot là-dessus, parce que c'est finalement quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on maîtrise aussi assez mal comme démarche. Donc, que tu reviennes un petit peu peut-être sur cette évolution, sur la pleine conscience, et en quoi
peut-elle être un atout pour la vie intime dans le couple? Oui, c'est vrai que mes consultations sont basées sur la pleine conscience, le mindfulness. Et la pleine conscience, en fait, c'est être en conscience de ce qui se passe, de ses sensations corporelles, émotionnelles, physiques au moment T. Et par exemple, vous pourrez faire l'expérience là, maintenant, si vous êtes en train de manger ou tout à l'heure quand vous allez manger, si vraiment vous prêtez attention à ce que vous êtes en train de manger, la saveur, le goût, la senteur, la texture, la couleur, etc. Et souvent, non. Souvent, déjà, on est en train de regarder son téléphone, ou on est en train de penser à 10 000 choses. Et dans la sexualité aussi, beaucoup de personnes pensent à 10 000 choses et ne sont pas dans les sensations corporelles de ce qui, en fait, est-ce que j'aime là, ce qui est en train de se passer ou pas? Est-ce que j'ai besoin de changer de position? Est-ce que j'ai besoin d'arrêter? En fait, on est en train de check out. On est en train de sortir de l'expérience. Et la pleine conscience, c'est pas soudainement, je vais arrêter de penser à des trucs, il faut que j'arrête de penser à ça. Non, c'est juste, quand je sors de l'expérience, est-ce que je peux en avoir conscience et est-ce que je peux revenir du coup dans le corps? Et les gens souvent sont beaucoup dans le mental et c'est dû à notre société productive, hyper performante, où il y a toujours plein de choses à faire et les gens le disent très bien, nous on n'a pas le temps, on a toujours plein de choses à faire. Oui, tout le monde a plein de choses à faire, tout le monde a 24 heures dans la journée, mais est-ce qu'on peut des fois ralentir et peut-être encore plus dans la sexualité pour avoir conscience de ce qu'on est en train de faire? Et donc, c'est tout l'enjeu aussi des consultations pour venir remettre de la conscience dans ce corps, dans nos vies, et appliquer à la sexologie. Alors, la pleine conscience a été étudiée. Il y a plein d'études là-dessus qui montrent de nombreux bénéfices justement pour les personnes avec de grosses anxiétés qui permettent justement d'être plus détendues. Mais dans la sexualité aussi, ça a été étudié et ça a montré de nombreux bénéfices. Parce que, c'est récent, pas comme, oui, comme réflexion. Oui, c'est très récent. C'est récent, mais que ce soit mainstream comme ça, c'est encore plus. Enfin, voilà, il y a peut-être quelques années, moins de 5 ans, où on entend vraiment parler méditation, yoga. Alors, voilà, d'un côté mainstream. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand on peut être en conscience dans ce qui se passe dans son corps, en fait, on peut être à l'écoute du coup de ses sensations, de se dire, là, ah oui, je sens l'excitation monter, ou au contraire, non, je sens que ça ne me plaît pas du tout, donc je peux intervenir assez rapidement. Pareil pour les hommes qui ont par exemple des troubles érectiles ou qui ont une baisse de désir. Tiens, en fait, finalement, je suis tellement dans la performance et dans ma tête. Comment je peux revenir dans mon corps pour être plus OK avec ce qui se passe? Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être possibles vis-à-vis de ça, mais ça montre que les personnes ont une meilleure conscience de ce qui se passe dans leur corps et du coup, plus de plaisir. Et ce qui dit plus de plaisir, ça donne envie de revenir dans l'expérience, donc aussi du désir. Et dans le couple, un couple qui peut être dans la pleine conscience, c'est un couple aussi qui arrive à se connecter l'un à l'autre. Et qui dit une bonne connexion dans le couple, ça aide aussi à être dans de l'intimité. Et quand je dis intimité, c'est pas que la pénétration, c'est bien plus large que ça, la sexualité. Alors, dans le livre, dans ce chapitre sur la pleine conscience, tu dis aussi que c'est pas non plus toujours évident de faire ce travail de dissociation quand on a un petit bout de chou qui vient de naître, qui crie, la vie professionnelle. Alors. Voilà. Tu es jeune maman d'une petite fille qui a même pas 1 an. Alors, est-ce que tu as relu ton livre? Est-ce que il y a des choses que tu expérimentes, en fait, puisque c'était un travail finalement de collection, de collecter des témoignages, mais est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, qui sont peut-être que tu expérimentes, qui ne sont pas peut-être ce que tu envisageais à ce moment-là? Moi, je suis quelqu'un qui aime bien m'informer avant que ça m'arrive, donc c'est pour ça aussi. Le livre, c'était de collecter toutes ces informations-là pour bien me préparer aussi. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent, et même moi, en postpartum, je me suis dit, en fait, est-ce que j'aurais écrit la même chose maintenant que je sais? Et oui, effectivement, j'aurais peut-être mis plus de nuances sur les douleurs en postpartum, parce que on le sait que c'est courant, très fréquent, mais là, les douleurs, même dans la sexualité en postpartum. Et donc, vis-à-vis de ça, j'étais contente. Même moi, je l'ai relu des fois aussi pour me remettre aussi en mémoire. Mais par exemple, le corps qui change, effectivement, de le savoir, de le voir aussi sur Instagram, où il y a de plus en plus aussi
de corps réel en postpartum, bah, c'était aidant. Et tout ce qui était, alors, par rapport même aux tips, il y a eu pas mal de papas, et dans le livre aussi, et les études l'ont montré que dans les couples où il y a une répartition juste des tâches, eh bien, il y a aussi une meilleure satisfaction sexuelle, parce que quand on fait justement la répartition des tâches, alors pas forcément 50-50, mais quand on sent que c'est juste, eh bien, on se sent qu'on fait équipe ensemble, on se sent connecté, et ça aide. Hein. La connexion, c'est vraiment, en fait... avant même de penser sexualité, est-ce qu'on est connecté l'un avec l'autre? Et ça, c'est vrai, une partenaire a pris un congé paternité, il est à mi-temps, là, ce soir... Tu avais laissé le livre aussi sur la table basse. Exactement. Hein. Ah, bon. Voilà, il connaît quand même un petit peu ces informations-là. Et puis sinon, je ne l'aurais pas choisi non plus si j'avais dû tout faire. Mais ça joue aussi, c'est toute la différence, en fait... parce que, oui, en fait, c'est normal d'être fatigué si on se tape tout. Et qui a envie d'avoir une sexualité quand toute la journée, oui, avec un enfant, à pas avoir de conversation avec d'autres adultes, et que quand on rentre, on n'a pas l'autre qui fait son rôle, et pas qui aide, mais qui fait son rôle, en fait, non, on n'a pas envie. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans le livre ou c'est dans un témoignage, je ne l'ai peut-être pas mis dans le livre, mais quelque chose qui était quand même assez... qui m'a un petit peu choquée, mais la femme me disait, voilà, moi, toute la journée, je suis avec bébé, je m'en occupe, je fais toutes les tâches de la maison, et le soir, quand mon mari rentre, faut encore que j'écarte les cuisses. Non. Et je pense que ça, c'est bien représentatif de beaucoup de situations. Et donc, quand les femmes viennent en consultation, je pose toujours cette question-là. Il y a une très grande majorité où c'est ça. Donc, faites venir monsieur, parce que du coup, on doit venir parler de la répartition des tâches. Là, en sexologie, on ne parle pas que de sexe. On parle beaucoup de planification, d'organisation, parce que ça a un impact aussi. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, effectivement, c'est un livre qui finalement envisage essentiellement les couples hétérosexuels. Du fait des témoignages que tu as reçus, tu aurais peut-être voulu aussi élargir à ce niveau-là. D'ailleurs, au début, dans le livre, j'avais déjà écrit avec vraiment toutes les sortes de couples, etc. Et ça devenait un peu compliqué par rapport à ma démarche de la théorie. Voilà. Et il a dû falloir faire des choix. Et j'ai fait, voilà, j'ai fait ce choix-là. Mais c'était très compliqué à faire comme choix. Mais voilà. Et pourtant, tu utilises l'écriture inclusive. Donc là, effectivement, c'est une question que je t'avais posée. Je la repose parce qu'effectivement, il y a peut-être là une sorte de décalage, quoi, dans le propos avec voilà. C'est juste que simplement, j'écris en écriture inclusive tout le temps, déjà. Déjà, et c'était un message fort aussi de montrer que, OK, il y a eu des limites, mais aussi oui, c'est quand même aussi de dire, d'écrire en écriture inclusive, c'est pas rien, c'est pas tout le monde qui le fait, il y en a qui sont aussi contre. Mais c'était de dire, voilà, j'essaye d'inclure tout le monde dans mon propos, même s'il y a quand même des limites vis-à-vis de ça, mais que, en fait, beaucoup peuvent se retrouver quand même dans le propos. Merci. Donc, et les couples homo, finalement, en fait, rencontrent les mêmes difficultés. Et maintenant que j'en reçois de plus en plus, en fait, ils ont les mêmes difficultés. Face à la fatigue, face aux problèmes de libido, face aux conflits, manque de connexion, de communication. En fait, toutes les personnes vivent ça aussi, peuvent vivre ça. Alors, peut-être pour terminer cet échange, mais qui n'est pas terminé, puisque vous aurez la parole aussi après le repas, finalement, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se passe quand une consultation, un couple arrive, par quoi tu commences, comment ça se déroule concrètement? Alors, ça va dépendre évidemment des personnes avec leur bagage, avec ce quoi elles viennent. La première chose, c'est de comprendre quelle est leur demande. Parce que même si, par exemple, on peut dire, je sais pas, il y a un problème d'érection, la demande n'est pas forcément de résoudre ça. Ça peut être autre chose. Donc, en fait, il ne faut pas faire de projection vis-à-vis de ça. C'est de vraiment comprendre, OK, quelle est la demande, de quoi vous avez envie. Et des fois, un couple peut venir avec des envies différentes. Donc, des fois, c'est un peu plus complexe. On va dire dans une grande majorité, il y a les envies qui peuvent être pareilles, mais du coup avec des petites différences. Et donc déjà, c'est de comprendre la demande.
et de pouvoir faire un plan d'action vis-à-vis de cette demande. Donc déjà, c'est d'évaluer effectivement le niveau de communication entre ces deux personnes. Souvent, là, il y a quand même déjà du travail à faire et qui peut prendre plusieurs séances. Le niveau de connexion. Est-ce que vous prenez du temps pour vous, du temps déjà en solo? Est-ce que vous prenez du temps à deux qualitatif aussi? Souvent, là, c'est manquant. Donc, il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là. Et puis, voilà, on va repenser aussi le script sexuel, c'est-à-dire le scénario. Souvent, il y a le script, on va dire, classique, qui est préliminaire, érection, pénétration, éjaculation, quand on parle de couple hétéro. Et en fait, on vient revisiter ça, on vient challenger ça pour pouvoir apporter en fait une ouverture sur la sexualité, parce que comme je disais, la sexualité, c'est pas que la pénétration, et que la sexualité en soi, c'est une pratique sexuelle qui représente 5%, on peut dire ça comme ça. Enfin, il y a plein de pratiques sexuelles qui existent, et donc voilà, pour les couples, en fait, d'avoir cette ouverture-là, et de pouvoir piocher dans ces différentes pratiques selon ce qu'ils ont envie. Bon, vous voyez qu'on a plein de choses à dire. Par de sujets. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi j'oublie le micro. Pas mal de sujets à aborder. Et je le répète, c'est la deuxième fois qu'on dialogue autour de ce bouquin. Je l'ai relu et il y a énormément de choses. Voilà, donc c'est une approche assez globale, très large, parce qu'il y a beaucoup de choses, on l'a dit, mais on peut piocher. Et c'est à destination de... Alors, quand je l'ai écrit, je me disais, ça va être comme principalement des jeunes parents ou des parents, mais qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont plus l'habitude peut-être de lire, et donc il faut que ça soit des messages importants, mais condensés, et que les gens puissent venir chercher selon les chapitres, selon ce qui les intéresse. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a une maman qui me disait « Mais ça faisait super longtemps que je n'avais pas lu un livre comme ça en 2 heures. » Et donc, elle était super contente d'avoir ces informations-là et que c'était assez rapide à lire. Est-ce que depuis la sortie du livre aussi, tu as eu de nouveaux contacts avec d'autres thérapeutes aussi, peut-être dans le cadre de colloques ou des choses comme ça? Oui, j'interviens maintenant de plus en plus. Maintenant, même des groupes de sages-femmes veulent que je puisse les former sur ces sujets-là. Donc, comme je disais, les sages-femmes ont été les premières à s'emparer du livre et veulent être formées pour savoir comment accompagner les couples qu'elles reçoivent vis-à-vis de l'intimité. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Portugal pour donner un discours aussi pour les futurs médecins, parce qu'eux aussi vont être confrontés à de jeunes parents. Oui, mais ça d'ailleurs, il y a plusieurs témoignages qui pointent à ce problème justement de manque de formation de la part des médecins, où c'est absent du discours. C'est absent, et puis ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les formations, et des fois, ils ne se sentent pas à l'aise non plus de l'aborder. Donc il y avait une petite annexe aussi pour les professionnels de la santé, comment aborder ce sujet-là, et s'ils ne savent pas, minimum, on réfère à des sexologues, parce que nous sommes les spécialistes pour répondre à ces sujets-là. Voilà, et donc vous trouvez aussi à la fin du bouquin toute une série de références, de ressources aussi, que ça soit sur le net, sur version papier, etc. Donc voilà, c'est assez complet. Bon, là, après, j'arrête, je ne t'invite plus pour ce bouquin-ci. On attendra le prochain, peut-être sur l'humour postpartum, je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà, Camille, en tout cas, merci d'avoir une nouvelle fois répondu à mon invitation. Et puis, on se retrouve, on va, dans l'intimité, manger ensemble. Et puis, on se retrouve après pour d'éventuelles questions. Voilà, merci et à tout de suite. Bon appétit. Merci à vous, merci Camille. Merci.